Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Un nouveau numéro face à face. Je reçois quelqu'un que j'ai reçu il y a près d'une année. J'étais, pour le petit témoignage, terriblement touché par ses connaissances d'abord, non seulement dans son domaine de médecine, mais dans d'autres domaines. Mais je me disais, ça redonne encore de l'espoir d'avoir des Congolais comme ça. On se dit, on n'a pas à craindre le pire, puisqu'il y a des gens bien. Alors lui, il est diplomate américain de la médecine interne et de problèmes cardiovasculaires, dans la sous-spécialité de la cardiologie vasculaire et nucléaire. Alors aujourd'hui, on l'appelle médecin qui arrête la mort. Il sait arrêter la mort. C'est vrai, c'est prétentieux, mais dans le fait aussi, c'est comme ça. L'Amérique entière connaît ses prouesses et les Congolais parfois sont fiers de lui. Je crois même qu'il y a des moments où on dit qu'il n'est pas Congolais, peut-être qu'il est c'est un autre citoyen d'un autre pays du monde, mais ou encore, ça serait certainement un Américain de souche, comme on dit, hein, un afro de là-bas. Alors, il nous fait un honneur aujourd'hui, il s'appelle Monsieur Marcel Elou. Et il nous fait l'honneur de répondre à nos questions aujourd'hui pour la deuxième fois. Il vient des États-Unis, c'est là où il vit. Mais avec lui, aujourd'hui, nous allons parler autre chose. On ne parlera pas que de la médecine, on parlera de la politique, on parlera de la démocratie, mais aussi de la sécurité de l'Est. Docteur Marcel, comment allez-vous? Ça va bien, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous voir. Comment vous allez? Ça va, ça va. C'est un honneur pour moi de venir essayer de converser avec notre peuple. Oui. Et vous donner l'idée de ce que moi je crois sur l'avenir du pays. Alors, vous savez arrêter la mort. Et je vais vous dire exactement comment on le fait maintenant. Dis-moi. Pendant 6 mois, je suis spécialiste et consultant à un des grands centres de cardiologie à New York. Et aux États-Unis, nous savons maintenant comment percevoir 48 heures ou 72 heures quelqu'un qui va mourir. Wow. Et je vais vous dire comment. Il y a 3 choses très simples. C'est voir la respiration, la peau et la pression du sang. Wow. Et avec ces 3-là, vous savez quelqu'un qui va mourir dans les 48 heures qui suivent. Est-ce que c'est réversible ou irréversible? Si. J'ai travaillé dans ce centre-là pendant 6 mois et il n'y a aucun mort. C'est pas possible. Vous avez arrêté, oui, malgré tous les signes qui étaient présents. Oui, mais ce qu'on fait, c'est que quand on retrouve dans un hôpital, et tous les grands centres aux États-Unis ont ça. Donc, si on trouve dans un grand hôpital, ou bien en gynécologie, ou en chirurgie, quelqu'un qui est en détresse, en regardant la peau, la respiration et la pression du sang, on amène et on commence les soins intensifs. Et tous les spécialistes nécessaires. Donc, ce n'est pas moi, c'est le service où moi je supervisais. Mais si il y a quelqu'un qui a une maladie infectieuse, on sait qu'il va mourir. Donc, on appelle les spécialistes en maladie infectieuse. Si quelqu'un ne peut pas respirer, par exemple, je vais vous dire un exemple. Il y a 1 mois passé, j'ai eu une jeune femme de 40 ans qu'on a amenée dans mon service. C'était drogue addict, c'est des gens qui s'injectent C'est une héroïne. Blanche. C'est une blanche ou une noire? Une blanche. 40 ans. Et on l'a amenée dans mon service. J'arrive à 8 h du matin. Elle a commencé à respirer d'une façon anormale. Ce qu'on appelle le chine stroke respiration. D'une façon anormale. Nous, les médecins, nous savons comment ça. Tout à coup, on a appelé le service d'urgence. On l'a mis dans le respirateur. On a amené le chirurgien neurochirurgien. Il avait une hémorragie cérébrale. Wow. On a évacué l'hémorragie, lié l'artère qui était... Et elle vit. Docteur, comment faites-vous pour sauver des vies comme ça? Oui, oui. J'ai des malades où le cœur, la force du cœur, qu'on appelle ejection fraction, ne bat que 5% ou 10%. Et ils vivent tous. Mais ça, c'est pas de la plaisanterie. Récemment, avant que je vienne ici, il y a un diplomate qui était venu de Maputo. Oui. Un journaliste, comme vous, qui a accompagné la délégation. Il est venu là, il a fait quoi? Un AVC. Wow. Et on l'a amené à l'hôpital.
quand tu fais un AVC, c'est un caillou qui va au cerveau. On est enlevé dans l'hôpital, on a tiré le caillou. Et il est revenu normal. Et il est normal. Sans séquelles. Sans séquelles, rien. Et il est là. Bon, on a trouvé pourquoi. On a regardé, son cœur ne battait que 10%. Et on a commencé à donner des médicaments. Et devrait mettre. Il produit. Son cœur est tellement faible que ça donne des battements irréguliers qui causent le caillou. Alors, on devrait mettre une machine, ce qu'on appelle défibrillateur, qui peut détecter ça et donner du choc avant qu'il aperçoive, que ça s'aperçoive. Alors, on m'a demandé, il n'y a que moi qui parlais là le français, j'ai appelé l'ambassadeur, qu'on veut lui donner ces machines au cœur. Est-ce que vous serez à Maputo, vous serez capable à ce qu'il continue à prendre les soins intensifs et ils ont dit oui, qu'ils allons payer. Et on m'a aussi appris, puisque j'ai ma cousine qui était médecin à Maputo, à Mozambique, à la santé publique dans la région de Nampula. Je l'ai appelée et elle faisait l'interprète à portugais. Okay. On a appelé là et on m'a dit, elle m'a appris que Maputo et Johannesburg, ça peut prendre 6 heures du temps en voiture. Donc le monsieur, le journaliste là, pouvait aller, puisque nous savons qu'à Johannesburg, c'est la même médecine que nous pratiquons aux États-Unis. Et elle vit, le cœur qui était 10% à l'entrée, avant que je quitte dans 2 semaines, c'était maintenant 30%. Donc ce n'est pas de la magie, c'est réel. Et à 30%, c'est possible de revivre? Quand ça arrive à plus de 45%, tu peux vivre normalement. Okay. Et on a commencé à lui donner des médicaments. Et il y a certains médicaments, on ne sait pas s'ils peuvent avoir à Maputo. Mais donc ça veut dire que du coup, vous sortez quelqu'un de la mort? Oui. Ce n'est pas de la plaisanterie. Mais alors, docteur, est-ce que vous pouvez dire directement que c'est en Afrique, on connaît beaucoup de problèmes à cause de l'ignorance ou de la précarité des infrastructures? Peut-être? Les deux. Les gens qui sont en possession de prendre des décisions n'ont pas de moyens. Donc, ils tombent dans le système là, oui, ça va. J'ai été à Lubumbashi, je vous avais dit l'autre fois. J'ai eu une conférence. Comment est-ce que nous pouvons arrêter quelqu'un qui a une crise cardiaque? Mais des gens comme... je croyais que des gens comme Katumbi pouvaient donner 5 millions de dollars et puis on a un centre de cardiologie interventionnelle là. Au lieu d'amener des gens en Afrique du Sud, et quand ils arrivent en Afrique du Sud, 3 heures du temps c'est passé, c'est fini. Mais c'est pas pour Katumbi, c'est pour l'État congolais. C'est l'État congolais, mais il y a quand même des philanthropistes qui peuvent faire un cadeau à la communauté. Vraiment, c'est l'État congolais. Mais je veux dire, si quelqu'un a beaucoup d'argent, alors autant l'aider. Le docteur va terminer la branche médecine. Vous pensez que c'est possible qu'au Congo, en RDC, au stade actuel, qu'on arrive à régler tous ces problèmes-là, néanmoins, de problèmes des AVC et des, on appelle ça quoi, des reins, dialyse? Oui. Non. Écoute-moi, je sais comment on peut changer la médecine ici. Le Cuba, qui est à 100 km des États-Unis, ils ont l'économie. Ça ne fait même pas 1/100 des États-Unis. Oui. Et le taux de mortalité des enfants est mieux qu'aux États-Unis. Et la vie des Cubains, c'est presque vraisemblablement à ce qu'il y a aux États-Unis. Et comment? Pourtant, il y a une faible économie. Voilà. Comment? Au Congo, il faut privilégier la médecine préventive. C'est-à-dire? Presque toutes les maladies infectieuses viennent parce que les gens ont des mains sales. Ils transmettent des fièvres typhoïdes et des trucs comme ça. Donc l'éducation, la santé seulement. Comment apprendre aux gens que quand vous partez aux toilettes, il faut laver les mains, avant de manger, il faut laver les mains. Vous évitez beaucoup de maladies. Docteur, vous pensez qu'avec cette éducation-là, on épargnerait beaucoup? Je dis, avec cette éducation-là, j'ai pu augmenter le niveau de vie des Congolais d'au minimum 10 ans. C'est vrai. Voyez. Avec ces petits gestes-là, oui. Lavez-vous les mains. Lavez les mains, la prévention. Tu vois, par exemple, ici à Kinshasa, nous savons qu'il y a beaucoup de moustiques. Et la plus grande maladie ici à Kinshasa, où les gens meurent, c'est la malaria. C'est la malaria. Donc, tu vas, si on peut avoir des moustiquaires,
Moi, je viens ici, avant, je prends des médecins privés et des médicaments pour prévenir à ne pas avoir la malaria. Mais si tout le monde pouvait avoir les moustiquaires seulement. Malheureusement, docteur, ici, il y a un phénomène. Ouais. Quand on vous donne les moustiquaires de l'eau et de l'eau, Ouais. mais ça se retrouve entre les mains des commerçants. Ils vendent ça. Oui, vous mais savez, c'est ça. et ça devient l'État- des filets de poissons. Voilà, mais ça écoutez, termine dans mais les c'est rats, ça. dans les, Et c'est que dans les grumes. J'étais là à vous attendant là. Le gouvernement congolais devrait faire un effort d'avoir beaucoup plus d'éducation sur comment éduquer la population, sur le civisme, sur la santé, plutôt que la musique et la religion. Et moi, je suis un fils d'un pasteur. Vous pensez qu'il faut qu'on essaye d'orienter les gens dans l'éducation? Oui. Parce que ce sont des choses qui sauvent. Oui, parce que aux États-Unis, tout le monde, et je travaille à Tennessee et à New York, et je vais même à Tennessee, je vais dans des milieux ruraux, et tout le monde est plus ou moins éduqué et éveillé sur la santé. Et si, non. Mais quels sont les signes qui sauvent? Parce que vous le dites, docteur, vous voyez, par exemple, si vous revenez vers Ngaba, je ne sais pas si vous connaissez le Je rond-point. connais Ngaba Le très rond-point bien. Ngaba. Oui. Mais docteur, les choses, on vend les choses par terre. Oui. Alors, ça devait être défendu. Par terre. Exactement. Et ça, c'est Parfois créer des maladies. en bas d'un camion qui Voilà. est en train de, avec son tuyau Voilà. d'échauffement et tout Tu ça. sais qu'ils ont fait au Cuba. D'échappement, pardon. Voilà, au Cuba, il y a même une police qui supervise des choses comme ça. Ah, la brigade d'hygiène. Voilà. Il y a des médecins qui vont dans des maisons des gens qui ont pris des soins à l'hôpital, et puis on va dans leur domicile. Docteur, moi, quand j'étais petit, mon père m'a dit que j'avais des dents superposées. Oui. Il m'a dit ça, je n'ai pas de souvenir, Oui. mais il me dit que c'est en route qu'on m'avait enlevé ça, parce qu'il y avait à l'époque des médecins qui faisaient la ronde de la ville pour aller chercher les enfants qui avaient des dents superposées, dont les parents n'avaient pas de moyens, mais ce n'était pas le cas avec moi. Oui. Mais mon père qui a rencontré un médecin qui le connaissait, qui a dit, mais votre enfant, il a déjà 4 ans, mais il a des dents comme ça, et on me les a enlevées. Oui. Et puis après, je me rappelle qu'à l'école, les médecins passaient à l'école Oui. pour nous donner soit Exactement. des choses... C'est comme ça au Mais Cuba. ça ne s'est fait plus en tout cas. Voilà, et c'est ça. Ça a disparu. Voilà, c'est la santé, la médecine préventive. Et tu vois ce que j'ai dit, il faut combiner les deux. Oui. Il faut mettre presque 90% à la médecine préventive et 10% à la médecine interventionnelle. Ok. Donc, tu vois, moi, ce que j'avais proposé, ce que je voulais, c'est que dans tous les grands centres, dans toutes les grandes provinces, moi, je suis encore dans le passé, je Moi connais les aussi. 6 provinces. Ah, vous êtes encore dans les 6, moi je suis dans les 11. Donc, mettre un centre tertiaire à Kananga, Oui. comme à Bandaka, à Kisangani, au Kivu, à Lubumbashi, et ici. Ok. Et ces centres-là, le gouvernement devait avoir un moyen, même des petits porteurs. Et c'est ce que la France a fait. Et transporter les gens qui sont gravement malades et les amener dans des centres tertiaires. Ok. Et 90% sur la prévention. Mon épouse est des Antilles françaises. Et la France faisait ça. Quand ils n'avaient pas ça, ils ont amélioré. J'étais à la MENA, c'est le grand centre médical de France à Martinique. J'ai vu tout le centre. Mais quand il y a un malade grave, et évidemment, le gouvernement français prenait le malade et le médecin et l'amenait en France. Et maintenant, je crois qu'ils ont essayé d'équiper ça. Donc, tu vois, il y a moyen à ce que le niveau de vie, il y a seulement, tu vois, quand il y a 100 malades, il y a peut-être 2 qui ont besoin des soins les plus avancés. Donc, avec la prévention, on peut augmenter, et avec ces centres-là, on peut augmenter la vie des Congolais de 10 à 15 ans. Est-ce que la médecine préventive peut nous aider à lutter contre les maladies cardiovasculaires, contre les reins et contre le... Comment écoute-moi, quand quelqu'un vient chez moi dans mon bureau, je suis cardiologue, et je suis cardiologue interventionnel. Et pour que je sache, quand il me dit qu'il a des douleurs au poumon, la première chose que je lui dis, est-ce que tu es diabétique? Est-ce que tu as de l'hypertension? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous êtes diabétique et hypertension? Vous fumez? Quel est le taux de cholestérol? Quels sont les risques de famille? Puisque tu vois, les problèmes cardiovasculaires, c'est génétique. Quand ton parent est mort
d'un accident cardiovasculaire, d'une crise cardiaque, vous avez beaucoup de chances d'atteindre ça. Donc si vous éliminez ça, c'est tout. Je sais plus ou moins vous situer que tes risques d'avoir une crise cardiaque sont minimes. Avec juste ces 4 points. Donc, quand je vois là, si vous êtes obèse, pratiquement, votre taux de cholestérol est peut-être élevé. Et il y a beaucoup de gens qui sont diabétiques et ne savent pas que quand ils sont dans le coma. Donc, il y a moyen de te détecter simplement avec 5 minutes. Et ça, pour nous, les cardiologues, j'ai appartenu aussi à l'association des cardiologues noirs américains. Et dans les communautés noires américaines, ils ne savent pas beaucoup ça. Donc, on va là pour instruire. C'est tout ce qu'on fait. On va tout un après-midi, le samedi, et on voit les malades, on prend la tension, on demande, il y a des tests pour voir le taux de cholestérol et de glycémie, et on sait plus ou moins qu'on vous conseille que vous êtes au risque d'avoir des maladies cardiovasculaires. Et quand vous avez ces risques-là, vous faites quoi? Écoutez, si vous fumez, vous arrêtez de fumer. Si vous avez le cholestérol, nous avons des médicaments efficaces pour traiter le cholestérol. Et c'est lui qui a fait ce système-là en 1995, a eu un prix Nobel. Comment le mécanisme du cholestérol dans le foie, tout ça, nous connaissons ça. Donc nous connaissons que si vous avez un taux de cholestérol élevé, je peux diminuer avec les médicaments de 40%. Wow. Ou 50%. Et si vous combinez avec des exercices, ça peut aller plus. Donc, si vous êtes diabétique, la première chose pour diabétique, c'est prévenir. Comment prévenir? Presque nous tous, nous faisons en sorte à ce que nos enfants fassent des exercices. Je crois que vous et moi, quand on était jeunes, on jouait au football. Oui, bien sûr. Et je continue à courir aujourd'hui. Là où j'ai vu le stade, là où le président Fati était à Lodja, je courais là, dans le stade là. Donc, tu vas de bas âge. Si un enfant, vous faites des exercices, il y a moyen de prévenir les conséquences du diabète dans l'avenir. Et donc, est-ce que la boxe peut aider? Ah oui, la boxe, c'est du sport. Et non pas seulement ça que ma fille est née un peu. Je l'ai envoyée à faire même des boxes. Oui. Vous pensez que ça aide aussi, la boxe? Si, tout le sport. Tout le sport, ça aide. Oui. Quand tu vas, il y a longtemps, j'ai travaillé en médecine interne. Vous savez, le groupe des gens qui vivent le plus longtemps et contre les maladies cardiovasculaires, vous avez le groupe des gens? Non. Pas les avocats. Ce sont des agriculteurs. Waouh. Ah, c'est pourquoi ils sont toujours vieux, ces gens. Ils sont vieux, ils sont là jusqu'à 70 ans. Ah oui. Puisqu'ils transpirent. Donc, transpirer vous aide à évacuer. Vous enlevez la graisse. Ah, d'accord. Ce sont les agriculteurs qui vivent et ils mangent bien. Mais docteur, pourquoi vous ne faites pas des conférences ici? Oui, mais écoutez, ils mangent très bien. Tu vois, et ce sont eux qui vivent le plus longtemps. D'accord. Et même s'ils ils n'ont pas de maladies. Des agriculteurs, là. Parce que quand je vois les documentaires en France, vous voyez qu'il dit qu'il est agriculteur, mais il a 86 ans. Mais comment il fait? Et chez nous, au village, c'est encore pire. Écoute, moi, j'ai eu un monsieur, un agriculteur, quand j'étais aussi consultant à l'hôpital des vétérans aux États-Unis, à Nashville. Et j'ai vu un agriculteur. Il a dit, il a 82 ans. Et sa femme, 32 ans. Et il dit que je fais mieux que les jeunes qui sont 32 ans. Je suis encore mieux en forme. Il a 82. Il y a un autre client qui m'a dit, écoute, docteur, je ne suis pas chanceux. Je savais que j'allais vivre longtemps. Et j'ai épousé une femme de 50 ans. Maintenant, je croyais que quand je serai viur, il va m'aider à me pousser dans les chaises roulantes. Mais maintenant, malheureusement, sa femme a un AVC et lui devrait pousser sa femme. Donc, docteur, vous pensez que le sport, arrêter de fumer, arrêter l'alcool, ça vous aide à combattre ces choses-là? Absolument. Et puis, il faut aussi éviter le stress. Mais comment éviter le stress? Écoute, j'ai été avant-hier au ministère du Tourisme. Et je leur ai montré comment est-ce qu'ils doivent développer le tourisme ici, au Congo. Que le Congo peut être nous pouvons faire une compétition du tourisme avec le Kenya dans 5 ans ou 10 ans. Les Congolais ne savent pas prendre des vacances. Avec le stress. Normalement, ils n'ont pas les moyens, les capacités moyennes. Et puis, il n'y a pas de route, docteur. Et puis, il n'y a pas de route. Alors, je leur avais dit, je suis aux États-Unis. Et j'ai vécu longtemps aux Antilles. Mais moi, c'est comme aux Antilles.
Mais je voulais aller voir Mwanda. Ah, vous n'avez il n'y a pas de route. Ben, maintenant, il y a une route. Oui, il y a des routes, mais on m'a dit trop d'accidents. Oui. Et il n'y a pas d'avion. Et je suis venu seulement pour une semaine. Oui, je ne suis pas parti. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'accidents, c'est vrai. Voilà. Parce que, docteur, excusez-moi de le dire, mais c'est des voyous qui conduisent sur la circulation. Oui. Ils n'ont pas de permis de conduire, ils conduisent comme ils veulent. Voilà, c'est comme totalement l'anarchie. Mais il y a moyen aussi de diminuer ça. J'ai envoyé un mémo au ministère du Tourisme. La route Mwanda-Kinshasa sera la route la plus busy. Où il y aura plus de trafic. Voilà, parce que il y aura le pot de banane. Et puis, si vous voulez développer le tourisme, donc il faut faire l'autoroute de Kinshasa vers là. Exactement. Et puis mettre le chemin de fer aussi. Exact. Pour les là. Puisque tu vois, c'est que nous voulons pour les touristes, que les gens de la classe moyenne, comme vous pouvez aller passer une semaine avec les familles. Oui, exact. Là, moi, je prenais ma famille pour aller aux Antilles, pour passer des vacances. Enfin, tu vois? Alors, vous avez les Antilles ici à Mwanda, mais les gens ne font pas attention, ils n'ont pas moyen, et le gouvernement ne développe pas. Et donc, tu vois, j'ai expliqué ça, que tu vois, il faut développer ça. Et non pas seulement ça. Ça a une implication plus importante que ça. Nous parlons de le révérend Ekofo a parlé de la cohésion nationale. Oui. Pour qu'il y ait la cohésion nationale, il faut que les gens du Katanga viennent là passer du temps. Oui. Ils passent à aller prendre le fleuve Congo pour aller Bandaka et tout ça. Et ça crée la cohésion nationale. Donc le gouvernement congolais, le gouvernement congolais a une importance. Et nous sommes une société multiethnique. Ah, très bien. Il faut que les gens fassent ça. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris comment laisser les docteurs parler d'autres choses, parce que là, déjà, c'était très intéressant. J'aurais bien voulu qu'on fasse même plusieurs émissions sur la question. Je rappelle ici que vous qui avez des problèmes de cœur, le docteur vous dit déjà, prévenez. Donc, si vous fumez, essayez d'éviter. Prenez beaucoup de temps de vacances, faites du sport, marchez si vous pouvez, transpirez. Parce que le docteur dit, transpirer, ça vous aide à faire beaucoup de choses. Et surtout vos enfants qui sont encore petits, vous pouvez déjà les faire entrer dans le sport. Donc là, déjà, mon fils qui a 2 ans, j'attends qu'il ait 3 ans, voilà. Il va déjà entrer à faire le sport. Alors, docteur, on va parler autre chose. Je voudrais qu'on parle avec vous, puisque là vous avez assez, on va dire, une connaissance encyclopédique, puisque vous me parlez déjà du tourisme, et vous parlez de bien d'autres choses. Je voudrais qu'on parle de la démocratie. Alors, docteur, je voudrais parler de la démocratie. Pourquoi? Parce que j'estime que, selon ce qu'on nous a dit, que la démocratie serait un bon système, le meilleur, le tout ça, tout ça. Mais, quand vous lisez Socrate, par exemple, c'est Platon qui le dit à sa place, il dit que la démocratie, je vais paraphraser, la démocratie dans un pays où les gens n'ont pas étudié, où les gens ne sont pas éduqués, c'est un système abject, c'est un système qui favorise les faibles et non les cerveaux. Est-ce que Jacques Chirac a dit que c'était un luxe pour l'Afrique? On l'a traité de tous les noms. Mais est-ce que vous pensez que nous, en Afrique, nous avons compris c'est quoi la démocratie? Est-ce que nous travaillons pour consolider cet esprit démocratique ou nous travaillons pour consolider le pouvoir d'un groupe d'individus? Le pouvoir d'un groupe d'individus. Et je ne crois pas, je ne suis pas là aussi pessimiste que Socrate et tout ça, mais la démocratie, je suis arrivé, tu vois, je vois les combattants ici qui marchent au 12e avenue, tout ça, mais moi aussi je suis combattant, j'ai combattu pour la libération de ce pays. Et quand le président Tshisekedi a dit à l'autre que Mboka et Bamaki Kala, mais il a raison, nous étions à sous-sol. Il essaie de nous emmener là au niveau de... Mais il avait raison. Et puis, comme vous dites là, la démocratie, je suis arrivé, la démocratie a besoin de la classe moyenne. Ouais. Une grande part. Mais la démocratie aussi a besoin à ce que chaque individu fasse sa part. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis maintenant, Trump voulait faire un coup d'État. Ouais. Et la jeune dame qui a dévoilé tout, c'est une jeune femme de 26 ans. Dites-nous, docteur. 26 ans, qui était l'assistante de ce chef de cabinet. Il a tout dévoilé comment Trump complotait
à la Maison Blanche. Ah, c'était à ce point. Oui. Donc tout ce que nous avons su là, c'était la femme. Oui, c'est Une la jeune petite femme fille de 26 ans. de 26 ans. Que le monsieur voulait détruire notre démocratie. Elle est partie prêter serment contre Trump. Vous voyez comment tout le monde doit s'y mettre pour sauver la démocratie. Oui. C'est incroyable. 26 ans. Et je vais vous donner aussi d'autres... Comment elle a fait, docteur? Mais elle a donné des informations quelque part et le groupe là qui sont en train de congrès qui est en train de faire des investigations, on l'a appelé sous serment devant le public américain. Il a tout dit. Wow. Trump voulait que même des gens qui ont des fusils demandaient à ce qu'ils entrent au Capitole. Au Capitole. Oui, on a vu ça. Voilà. Ouais. C'est bien elle qui a tout dit. C'est elle qui a... Oui. Et puis après, ça s'est réalisé. Oui. Mais plus ou moins, écoutez, on a eu la chance. Oui, la chance. Tu vois comment la démocratie est éphémère. La démocratie de presque 300 ans. Il faut que tout le monde adhère à ce concept que la démocratie est bonne pour nous. Ça, c'est un point. Deuxième point. Pour moi, évidemment, mes amis ne sauront. Moi, je crois qu'à ce moment ici au Congo, nous devons donner beaucoup plus d'importance à la sécurité qu'à la démocratie. Wow. Puisque sans la sécurité, il n'y a pas de démocratie. La démocratie est éphémère, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, moi, je crois personnellement que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Félix, ce que le président Faty fait, mais pour le Congo était plus ou moins une colonie rwandaise pendant les 20 ans passés. Toutes les décisions importantes du Congo passaient au Rwanda. Presque tous les politiciens congolais allaient s'agenouiller devant Kagame. C'est la première fois qu'un politicien congolais tient debout contre Kagame et l'indexé. Oui, donc tu vois, pour le moment, il faut privilégier la sécurité. Et je crois que si tout le monde dit que nous voulons nous supporter le FRDC, FRA. Oui, c'est FRDC. Vous êtes dit anglophone, je comprends. C'est FRDC. FRDC. Mais le commandant en chef de FDC, c'est Félix Tshisekedi. Comment pouvez-vous supporter FDC et ne pas supporter bon, FDC, c'est le parti, un autre parti politique, c'est FRDC. FRDC. Oui. C'est l'armée congolaise. Oui. Mais c'est lui qui prend toutes les décisions pour l'armée congolaise. C'est le président Faty. Ah, donc vous comprenez mal ceux qui pensent soutenir le FRDC, mais pas le président. Non, c'est lui le président. Oui. Écoute, les élections, on l'aura. Il va montrer son bilan aux élections. Mais pour le moment, nous devons tous être derrière lui. Alors, quel est l'ennemi de la démocratie? C'est l'ignorance. Ah. L'ignorance. Et je disais, mon cousin m'a posé la question. Pour moi, il n'y aura pas de démocratie au Congo s'il n'y a pas de justice. Ah, donc vous liez la démocratie à la justice? Oui, il n'y en a pas. C'est quoi le lien? Quelle est la question encore? Quel est le lien entre la démocratie et la justice? Pendant les 20 ans passés, c'était la mafia, la mafia congolaise, qui gouvernait le pays. Tout a été volé pour les intérêts personnels. C'est la mafia. La Kabylie, c'est la mafia. Vous êtes si pessimiste à ce point? Oui. Parce qu'il n'y a pas de justice. Ils contrôlent la justice. Et ce qui s'est passé maintenant, c'est que cette mafia s'est transformée maintenant tous au Parlement où ils ont des immunités. Oui. Des immunités et parlementaires et tout ça. Et le pays ne pourra pas avancer. Et c'était avant qu'il y ait l'union sacrée, ce sont tout qui freinaient tout. Et avec l'union fratricide encore, mais il faut, pour qu'il y ait vraiment la démocratie, le peuple congolais doit voter. Pour qu'il y ait la démocratie et une révolution silencieuse au Congo, le peuple congolais doit avoir la témérité, l'intelligence et la sagesse de chasser tout le monde du Parlement. Tous ces gens-là qui ont mis le pays par terre. Vous savez ce qu'on a fait en Iceland. En Iceland, il y avait des banquiers qui faisaient des opérations. Et à un moment, tout le système bancaire s'est presque écroulé. Et ils ont pris la décision que tous ces gens-là
qui ont mis le Iceland et par terre, sur le système bancaire, n'auront jamais du travail. Voilà. Et ils ont soutenu la démocratie. Alors ici, tous les voleurs sont au Congrès, au Parlement. Oui. Comment est-ce que vous pouvez survivre la démocratie? Ben alors, il y a Jules Alinguete de l'IGF qui a dit qu'au Sénat, il y avait des voleurs. Mais on l'a attaqué. Oui. On l'a attaqué. Mais c'est vrai. On l'a tout fait. Mais regarde la situation et je ne porte aucun jugement. La situation de M. Matata. On l'accuse que il y a beaucoup d'argent qui est parti, qui n'a pas volé et qui a perdu. Il dit, je suis innocent, mais je ne vais pas être jugé. Alors, comment vous voulez maintenir la démocratie dans des conditions pareilles? Et la Cour constitutionnelle dit, nous ne sommes pas capables de le juger. Mais écoutez, le Congo, c'est le seul pays au monde que je connais qui est une république démocratique du Congo. Mais il n'y a rien de républicain et il n'y a rien de démocratie dans des conditions pareilles. Il n'y a que le Congo. Il n'y a que le Congo. Donc pas de république, pas de démocratie. Pas de démocratie, il y a le Congo. Tu vois, je suis innocent, mais j'étais le Premier ministre, mais je ne vais pas être jugé. Mais il dit que c'est la procédure qui n'a pas marché. Il faut respecter la procédure. Mais écoute, la Cour constitutionnelle, là, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans la Constitution, et moi, ce que je vais dire, je vais aller même plus loin, que vraiment pour que la démocratie survive, on doit avoir encore une autre conférence nationale souveraine pour rédiger une autre constitution. Regarde la constitution américaine. Ah, vous l'avez? 100 pages, c'est tout. Seulement. Donc, vous n'avez pas besoin d'appeler le constitutionnaliste Mbata pour qu'il vous explique. C'est seulement 100 pages. C'est tout. Et tout est dedans. Tout est dedans. C'est pas comme notre syllabus. Oui. Moi, je ne comprends pas la constitution congolaise. Alinéa A, alinéa B, je ne comprends pas, je ne comprends rien. Alors, n'importe qui saura ses droits. Donc, on pouvait, 100 pages, on peut dédier tout, dans toutes les langues. Et chacun saura ses droits. Donc, leur conscience commence avec la déclaration de l'indépendance. Oui. C'est tout. Alors, au Congo, ici, tout le monde est embrouillé, tout le monde ne connaît pas leurs droits. Il faut appeler les constitutionnels. C'est qui vous trompe et tout ça. Alors, c'est tout un problème. Alors, docteur, mais est-ce que vous avez des visages des gens qui ont marqué la démocratie ou qui ont essayé de marquer la démocratie au Congo? Mais ça, c'est la question, mais j'ai une question qui me vient dans l'esprit, je ne veux pas la perdre. Est-ce que vous pensez qu'on doit commencer à enseigner la démocratie à l'école, au niveau de l'école déjà? Oui, et la démocratie, pas seulement la démocratie, mais le civisme. Le civisme. Et moi, je crois, non pas seulement mais pour les avocats, ça devrait passer à la télévision pour enseigner le civisme. Tu te rends compte, une jeune femme de 26 ans qui sauve toute une république de 300 ans. Une vieille démocratie. Oui, que c'était une atteinte à notre démocratie. Quelle conscience, quel patriotisme. Voilà. Elle n'a pas regardé son statut alors qu'elle était... Vous dites qu'elle était... Donc tu vois, tout le monde au Congo, que ce soit... Je connais j'avais un speech de ce juge sénégalais, je ne sais pas si vous l'avez... Il est mort. Oui. Voilà. Il dit, la démocratie, c'est du président au Platon. Oui. Chacun doit faire son effort pour préserver. Le juge sénégalais qui est parti, qui a dit qu'il fallait punir la faiblesse, il faut punir tout ce qui est négatif. Voilà, Il a parlé, il a cité, je crois, Emmanuel Kant, qui disait qu'on devrait se poser des questions de ce qu'on doit faire. Alors j'ai amené quelque chose que vous devez savoir pour la démocratie. Oui. Ça, c'est Voltaire au 1800. Oui. Écoute-moi ce qu'il a dit. Le voleur ordinaire, c'est celui qui vous vole votre argent, votre portefeuille, votre vélo et votre parapluie. Mais le voleur politique, c'est celui qui vous vole votre avenir, vos rêves, votre savoir, votre salaire, votre éducation, votre santé, votre force
et votre sourire. Bref, votre vie. Votre vie. La grande différence entre ces deux types de voleurs, c'est que le voleur ordinaire vous choisit pour vous voler. Mais l'autre, c'est vous qui le choisissez. C'est vous qui le choisissez. Et l'autre grande différence, qui n'est pas de moindre, c'est que le voleur ordinaire est frappé par la police. Tandis que le voleur politique est protégé par la police. Est plus protégé par la police et la sécurité. Et puis, ils ont deux palais. Voilà, ils ont un palais qui... Voilà, l'autre a le palais pénitentiaire, l'autre a le palais de la nation. Le peuple congolais, pour la démocratie, il faut discerner les voleurs politiques. Oui. Ils doivent être punis. Sans ça, il n'y aura pas de démocratie. Alors, comment selon vous, docteur, l'Amérique a construit sa démocratie? Oui, je vais vous répondre à ça. Les Américains et je connais les deux systèmes, j'ai expliqué un peu la fois passée. Le système américain, il y a beaucoup de moralité, d'éthique. Le bon sens. Le bon sens individuel. Et la majorité de la population américaine, bien qu'il y a l'esclavage, ils interprètent des choses comme ça, la ségrégation, la discrimination, est morale. Et essaie de suivre la loi. La société française marche exclusivement par la loi. Vous partez là, mais pourquoi ça? Mais c'est la loi, monsieur. C'est la loi, madame. Donc, tu vois, moi, je suis arrivé à la conclusion que pour redresser la société congolaise, pour que la démocratie congolaise réussisse, il faut la force de la loi. Et comment, écoutez-moi, là où je vais aller même plus loin, il faut restaurer même la peine capitale. Ah, non, là, vous êtes comme moi. Donc, vous êtes un rétentionniste. Vous n'êtes pas abolitionniste. Non. Il faut restaurer la peine capitale pour les gens qui volent et qui tuent la société. Point. Et si on le fait pour vous, et écoutez-moi, non. Si on le fait pour moi, je vous le jure, je n'ai jamais vu une culture où les gens adorent la vie mieux que la culture bantou. Si vous faut vous attirer 3 voleurs, personne ne va toucher encore. Je vous le jure. Ah ben je vous dis, hein. Je vous le jure. Parce qu'ici on adore la vie. Voilà. Donc si vous touchez à ça, touchez à la vie, non pas seulement, c'était un déshonneur, non pas seulement à la famille, à l'ethnie, tout. Ils ne vont pas le faire. Parce que je me rappelle que lorsque les Rwandais sont arrivés ici, oui, ils fouettaient sur le ventre, oui, et plus personne ne faisait des bruits. Oui. Tout le monde était rentré sur la voie. Oui. Alors, les Africains, et surtout les Congolais, ils aiment la vie. Donc, il faut que la loi soit dure pour redresser la société. Et que pensez-vous? Alors, docteur, toujours dans la démocratie, je vais vous présenter quelques photos que vous allez me dire l'image avec la démocratie, très rapidement, et puis on va passer à autre chose. Alors, la première photo dans le palier démocratie. Vous le connaissez? Oui. C'est Joseph Kasavubu. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de lui? Il était un homme honnête. Oui. On m'a appris que quand il a été déchu quand il prenait des voyages, oui, il retournait de l'argent qui restait au gouvernement. Ah oui, on lui donne de l'argent, il dit ça revient. C'était un homme très honnête. Symbole d'intégrité. Voilà, d'intégrité, mais très naïf. Mais parce que c'est en fonction de son éducation et de sa... Tu vois, il est étudié chez les catholiques, je crois, et au séminaire. Donc, ces gens-là, ils étaient naïfs de croire aux Blancs et on l'a induit en erreur. La crise qu'il a créée, qu'il a eu avec le Lumumba 60, c'est plutôt de l'ignorance. Tu vois, il n'était pas assez... il a été manipulé, mais c'était un homme honnête. Deuxième photo. Photo suivante. La démocratie congolaise ne va pas survivre tant que ce monsieur est encore au Congo. Qu'il s'en aille. Tu vois, non pas seulement ça. Quand je le vois là avec les barbes, j'ai publié, quand je le vois là avec les barbes blancs, les crimes que Joseph Kabila a commis dans ce pays ne sont pas différents du roi Léopold II. Et je ne comprends pas comment les Congolais peuvent le laisser continuer à vivre librement sans répercussion. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de différence.
Je puis vous dire ça. Entre ce que Joseph Kabila a fait dans ce pays, que le roi Léopold II. Ou même pire que ce que le roi Léopold II. Le roi Léopold II, il volait tout. Mais lui, il volait tout, il met le pays par terre, il vend le pays dans tous les secteurs. Vous pensez que c'est le symbole de notre échec? Oui, absolument. C'est lui qui a amené la Kabylie. Et tout le monde qui était derrière lui, tout le monde qui était là. Donc il faut que le peuple congolais se mette debout. Si on a décidé changer le Parlement, que toute la Kabylie là, ça c'est la révolution silencieuse qu'on entend du Congo à 2023. Okay. C'est que tous la Kabylie qu'on les chasse là, voilà, là nous allons commencer à réussir. Photo suivante. Il est nationaliste. Je l'ai vu comme j'avais dit l'autre fois. C'était un nationaliste. Il a besoin de l'aide. J'ai fait beaucoup d'études. J'ai eu tous les diplômes nécessaires aux États-Unis. Si on me disait de devenir président du Congo, je ne l'aurais pas accepté. C'est qu'il a accepté. Et il ne faut pas que les Congolais soient naïfs. Que c'est les 5 ans ou 10 ans de Félix Tshisekedi qui va restaurer toute la démocratie. C'est un processus. On doit les laisser faire sa part et l'autre qui viendra suivra. Photo suivante. C'était un autoritaire qui a encore été manipulé par l'Occident, évidemment nationaliste. Comme Frank Sinatra dit, I did it my way, il a fait de sa façon. Photo suivante. C'est l'héros national, la vraie héros national. Je disais, j'ai la phrase de Lumumba avant sa mort. Il a dit aux gens qui l'ont capturé, qu'on l'a capté là, il a dit, si vous me tuez, je ne vais pas mourir. Et si vous me jetez dans la rivière Sankuru, les poissons vont me manger. Et nous allons manger les poissons. Et on mangera son esprit. Voilà. Et je resterai éternel. Voilà. Et je ne serai jamais séparé de mon peuple. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, le nationalisme, les jeunes Congolais doivent apprendre de lui pour défendre ce pays. C'est avoir l'esprit nationaliste, comme lui. À 35 ans, il ne voyait pas sa famille, il ne voyait pas sa richesse, il voyait le peuple congolais. Alors, j'espère qu'à 62 ans, qu'il revient ici, que le peuple congolais ait le sens de nationalisme pour commencer à reconstruire le pays. Photo suivante. Alors, on a terminé avec la branche démocratie. Parlons très brièvement de la classe politique congolaise. Elle vous inspire quoi, cette classe politique? La classe politique congolaise, c'est la plus corrompue. De l'histoire du Congo. De l'histoire du Congo. Je vais vous donner une autre cotation que vous savez. Les caisses de l'État ne sont pas pillées par les illettrés. Les intellectuels africains sont le plus dangereux que les non-scolarisés. La jeunesse africaine a le malheur d'être éduquée par ces intellectuels ignorants qui, à part la fonction publique, leurs diplômes sont des freins pour le développement de l'Afrique. C'est la même chose que la classe politique congolaise. Vous pensez qu'elle constitue le frein pour nous aujourd'hui? Oui, et c'est ce que Sankara avait dit dans son pays avant de mourir. Oui, la classe, tu vois, c'est ça ce qu'on dit. Quand vous avez la science sans conscience, c'est la ruine. C'est la ruine. Voilà, et c'est ça ce qu'on a. La classe politique congolaise, c'est la plus médiocre de tous les temps. Ils ne cherchent que de l'argent et le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui a fait qu'on tombe si bas, professeur? Puisque à votre époque, docteur, je dois rappeler, quand vous étiez jeune, oui, tous ceux qui étaient ministres, c'était comme des hommes sensés. Oui. Ceux qui étaient docteurs, ceux qui étaient juges avec Marcel Yaou, oui, oui, et tous les autres, c'était des hommes non seulement civilisés, mais instruits et aussi un peu éduqués. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé si bas comme ça. Oui, mais je crois que Joseph Kabila savait qu'il ne serait pas accepté dans ce pays.
Donc, pour gouverner, il faudra corrompre toute la classe politique qui était devant lui. Donc, tous ces gens-là, à 90% ou 99%, qui travaillaient avec Joseph Kabila, sont des corrompus. Et imaginez-vous comment est-ce qu'on peut nommer Joseph Kabila l'autorité morale. Et c'est la classe politique congolaise qui lui a donné l'autorité morale. Oui. Hein? Je ne connais aucun politicien qui a tué les gens au Congo, Joseph Kabila. Et on l'appelle l'autorité morale. Je ne connais aucun politicien des Ivoiriens de Kasavubu ou Mobutu qui a volé autant que Joseph Kabila. Mais il s'est servi de cet argent pour voir les esprits faibles des Congolais corrompre et continuer à diriger. Est-ce que vous pensez que c'est la Kabylie qui est à la base de l'effritement, sinon de l'abrutissement de notre classe politique? Pour le moins, puisqu'ils étaient là 20 ans. Oui, plus ou moins, pour le moins. Les ambitions personnelles d'un individu, ou avoir le pouvoir, ou de l'argent, et c'est ça ce qui a tué la classe politique congolaise. Alors, on va regarder encore des photos pour illustrer notre classe politique. On a pris quelques photos des grandes figures, et vous allez nous dire ce que vous en pensez. On va prendre la première photo, s'il vous plaît. Vous le connaissez? Yeah. Oui. Oui, c'est Muzito. Oui. Qu'est-ce qu'il représente dans la classe politique congolaise aujourd'hui? Il parle bien, mais selon mes informations, je ne sais pas ce qu'il a fait sur la corruption de la classe politique congolaise. Et on m'a appris qu'il a des villas partout à Kinshasa. Et il dit que, tu vois, il a augmenté le salaire des gens, tout ça, tout ça. Mais je ne vois pas des grands ce qu'il a fait. Et on m'a appris qu'après devenir le Premier ministre, il est parmi les plus grands riches du Congo. Bon, c'est ce qu'on dit. Oui. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut le prendre pour un exemple? Pas nécessairement, mais il parle bien, il a l'air plus ou moins national, mais il n'est pas tellement un exemple que j'aurais aimé avoir. Très bien. On prend une autre photo. Et tu vois, je crois que pour devenir Premier ministre, à l'époque de Kabila, il fallait faire beaucoup de compromis. Ce n'était pas un homme honnête. Et évidemment, Muzito est venu là sous Kizenga, et qui était nationaliste, mais c'était de la ruse. La compromission. Voilà, la compromission pour travailler avec ces messieurs. On va prendre l'autre photo. Oui, c'est aussi un nationaliste. On m'a dit qu'il est très dur. Mais c'est que Justine Kasavubu dit qu'il a dit dans la presse qu'il a accepté l'inacceptable. Oui. Il a gagné les élections et Justine Kasavubu dit qu'il doit nous expliquer au peuple congolais ce qui était l'inacceptable. Oui, parce qu'il a dit ça. Oui. Oui, donc c'est vrai, il est nationaliste, il est bien, mais j'ai l'impression que son temps est passé. Hein. Est-ce qu'il est un exemple? On peut le prendre pour un exemple. Il est un peu près il est un peu près du genre Mobutu. Donc, c'est la force. C'est faire avancer le pays par la force. Et il est un peu du genre Mobutu. Et je crois que dans l'avenir, nous avons besoin de l'intellect pour diriger ce pays. Un nationaliste et intellect, pas seulement la force. Photo suivante. C'est le monsieur à cravate rouge. Selon ce qu'on dit ici, c'est parmi les plus corrompus de l'histoire du Congo. Et ce sont des allégations qu'on dit qu'il a détourné 200 millions de dollars. Là, on fait l'agriculture, c'est quoi? Bukangalozo, tout ça. Je crois que s'il est un homme, j'ai vu sa conférence de presse, il rêve d'être comme Lumumba, comme Mandela, comme Mobutu, comme Joseph Kabila. Comme tout le monde. C'est de la contradictoire. C'est des bêtises. Tu vois, c'est rigolo même pour un homme aussi intelligent que lui. Vous êtes assez sévère avec eux. Ce qu'il doit faire, c'est d'accepter d'être devant le public et devant la justice, être jugé et avoir son innocence.
Photo suivante. Tu vois, comment s'appelle Martin Fayulu. Il est de la même classe politique que président Tshisekedi. Moi, j'ai raté avant les élections, les élections, si je l'ai raté à Washington. Il est de la même classe politique que président Tshisekedi. Mais tu sais, dans la politique, il ne faut pas avoir esprit d'amertume. Tu vois, moi, je crois que ce qu'il aurait dû faire, oui, ce qu'il aurait dû faire, tu vois, nous sommes dans une démocratie constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle décide. Si vous ne voulez pas, la Cour constitutionnelle, vous prenez des armes. Donc, il aurait dû accepter de travailler avec le président Tshisekedi au lieu d'être amer et attendre son tour. C'est ce que moi, j'aurais quoi. Alors, j'étais vraiment déçu. Un mois passé, c'est lui que le Congolais croyait l'espoir. Était à Kingakati danser à l'anniversaire de Joseph Kabila. Non, mais la photo, là, c'était pas la photo de Kingakati, c'était plutôt la photo de Didier Moumengi. C'est aussi un cadre, je crois qu'il est sénateur, si je ne me trompe pas. Oui. C'était lors de son anniversaire que le monsieur Fayulu s'était rendu. C'était vraiment pas avec Kabila. Okay. Mais ils ont des rapports avec Kabila dans le cadre du bloc opératoire. Bloc politique. Oui, mais et ça, ce n'est pas normal, oui. Ça. Il faut être honnête avec soi-même et pas flirter avec le régime que les Congolais ont récusé. Donc il est la première victime parce qu'il dit qu'on l'a volé, il dit qu'on lui a volé ses élections. Il a dit que Kabila avait volé ses élections pour donner à Tshisekedi. Écoute-moi. Tu sais, aux États-Unis, John F. Kennedy n'a pas gagné les élections. Oh. Je ne sais pas si vous savez ça. Non. Okay. Non, il n'a pas gagné. John F. Kennedy était... Moi, j'ai habité à Chicago. John F. Kennedy, son papa, il avait beaucoup d'argent, très puissant. Il s'est arrangé avec la machine de Chicago, de la famille Daly. C'était la famille la plus puissante. J'ai vécu à Chicago. À Chicago, il y a des gens qui vont aller là, dans des époques à 60, les ordinaires. Et il a eu les votes là. C'est parce que John F. Kennedy a gagné Chicago, qu'il a gagné Illinois, que John F. Kennedy est devenu président. Nixon le savait. Mais il dit pour la démocratie, on ne peut pas, comme on a déclaré la Cour, on accepte. Président, le récent président là, avant Clinton, après Clinton, c'est... Obama? Non. Après Clinton? Non, après Clinton. Après Clinton, c'est Obama, après Obama, c'est Trump? Non, après Clinton, il y avait la famille là de Texas. Quoi, Bush? Bush n'a pas gagné. Avec Al Gore? Oui, Bush n'a pas gagné. Ah, d'accord. Moi, je vis à Nashville, dans le même état, à 2 km, 3 km de Al Gore. Et d'ailleurs, mes enfants, mes filles partaient jouer à une amie qui était côte à côte avec Al Gore. Je connais Al Gore. Ce qui s'est passé, c'est que le gouverneur de Floride, qui était le frère de Bush, ne voulait pas qu'on compte les votes dans des milliers de démocrates. Jeff Bush. Et à un certain moment, il y avait des gens qui ne sont pas assez illettrés, qui mettent des signes, ce qu'on appelle des tchads, on appelait ça des tchads, où on prêtait là le ballon, mais ce n'était pas complètement troué. Tu vois, il y avait des trucs là, des graphobes. Et alors, quand on comptait les votes, on voyait que c'était dans des circonscriptions des démocrates que Al Gore allait gagner. On a arrêté ça. Et le Cour suprême a dit, on arrête. Il ne faut pas compter. Et George Bush a gagné l'État avec 154 ou 160 voix. Non, tout le monde le sait. Et si Al Gore avait gagné Floride, il allait avoir tous les électrovotes, il allait gagner. Mais écoute, la démocratie, comme disait Winston Churchill, c'est la meilleure
des systèmes qu'on a pour changer la société. Mais ce n'est pas parfait. C'est le moins mauvais. C'est le moins mauvais. Est-ce que vous pensez que Trump et Hillary Clinton, c'était la même chose? Non, je crois que Trump a gagné. Ok. Avec Clinton. C'était pas la main de la Russie? Non. Trump a gagné, sérieusement. Et tout le monde le sait. C'était une surprise pour nous tous. Moi, je suis démocrate. Oui. C'était une surprise pour tous, mais Trump a gagné. Mais vous pensez que Trump a perdu devant Biden? No question. Il n'y a pas de doute. Ok. Il n'y a pas de doute. Et c'est pourquoi il voulait à tout prix se maintenir au pouvoir. Il voulait faire un coup d'État. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Je voudrais un peu savoir. On dit que Trump était aimé par tous les Américains de souche. Qu'est-ce qui a fait que Trump perde si facilement devant Biden? Non. Écoute-moi. Aux États-Unis, la politique américaine jusqu'à présent est définie par la race. Ah. Je ne sais pas si vous savez ça. Donc, la plupart des Blancs qui sont des républicains, ou bien ils sont des riches, et le système capitaliste américain favorise les riches, ou bien ils ressentent la société multi-ethnique que l'Amérique voudrait former. Que toutes les ethnies sont là aux États-Unis. Et les Blancs qui sont là, ils sont là, et ce sont les républicains qui veulent leur dominance sur la culture, l'argent, tout. Ils sont. Et maintenant, il y a aussi des évangélistes et qui sont du côté là, des républicains. Il y a des évangélistes blancs qui sont des républicains, des évangélistes noirs et les autres des démocrates. Donc, la société américaine est divisée pratiquement à 50-50. Et ça dépend, il y a un minimum des gens qui sont des indépendantistes. Et ce sont eux qui définissent. Donc, si vous voyez dans le même registration, il y a 42% des démocrates, 38% des républicains. Et ce sont des indépendantistes, tu vois, des académiciens, des gens là qui changent d'un côté à l'autre. C'est comme ça l'élection s'est faite. Alors, est-ce qu'il y a une autre photo? Sinon, je crois qu'on a fini avec les photos sur la page de notre deuxième partie. Alors, il y a encore une autre photo? Alors, voilà. Kengo Wadondo était sournois. C'est un monsieur qui a réussi à survivre. J'ai quitté ici le Congo quand il était procureur de la République au début des années 72 et 71. Kengo Wadondo était là. Écoute-moi, j'ai un ami politicien qui a rencontré Kengo Wadondo en Belgique. Et ça, c'est un secret, je vous dis ça. On voulait qu'il fasse un coup d'État constitutionnel quand il était ici au Parlement. Et Kengo Wadondo leur a dit, mais où est-ce que moi je serai? L'homme le plus haï au Congo, après Kabila, c'est moi. C'est vrai ce que je vous dis. Moi, j'étais en contact avec le groupe des politiciens congolais en Belgique pendant que j'étais aux États-Unis. Donc, tu vois, il est sournois et il va là où il y a le pouvoir. Et ce sont des genres de classes qui voient plus ou moins ses intérêts plutôt que l'intérêt de là. Bien que cet homme est très intelligent, qui connaît vraiment la société congolaise de A à Z et qui a travaillé, mais il n'a pas été le défenseur de l'homme ordinaire, excepté l'autre fois là, quand je l'ai vu dire, le petit peuple a parlé contre Kabila. Voilà. Mais il l'a sauvé, il nous a sauvé une fois, en 2015. Exactement, j'ai suivi ça. Oui, il a sauvé, sinon ça serait... ça aurait été désastre là. C'était le chaos total. Voilà. Donc, et il nous a fait reculer quand même. Mais docteur, est-ce que vous savez que c'est le seul Congolais à avoir occupé la tête de toutes les trois fonctions traditionnelles de Montesquieu? Voilà, écoute-moi, mais pour occuper ça, il faut avoir un caractère, il faut avoir de l'intelligence et être sournois. Il a été à la branche judiciaire, procureur, ministre, il paraîtrait qu'il était ministre de Justice. Oui. Et il savait les faiblesses de Mobutu, il savait s'attendre avec lui, il savait les faiblesses de Kabila, il savait s'attendre avec lui. Et il n'y a qu'à un certain moment, il était là en réfugié en Belgique, il ne voulait pas, c'était Congolais. Oui, parce qu'après, il a été au Parlement pendant
plus de 10 ans Voilà. président du Sénat. Voilà. On nous dit même qu'à l'époque, il aurait même fait l'intérim de Mobutu Oui. quand il était en déplacement. Voilà, donc c'était vraiment un politicien fin. Est-ce qu'on a fini avec les photos ou il y a une autre photo? C'est fini, hein? Très bien. Alors, docteur, on va terminer notre émission. Mais avant de la terminer, c'est l'actualité. Il y a un problème à l'Est de la République. Ça fait 20 ans que nous avons ce problème. Mais si on doit bien compter, ça peut aller jusqu'à 25 ans. Parce que depuis 1996 jusqu'en 2022, nous connaissons des tueries, des massacres inimaginables. Et seulement aujourd'hui, le Rwanda est pointé du doigt de soutenir le M23. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et d'abord, quelle est la lecture que vous faites? Puis, c'est quoi la solution à tous ces problèmes? Pour que nos populations vivent en paix? Mon cousin était politicien ici, professeur Elongo Penilongo. Il était recteur de l'université ici. Et puis, il est devenu politicien, il est décédé. Et à l'avènement de AFDL, j'ai été préparé. Je connaissais le président du Sénat aux États-Unis. Je suis parti, j'ai appris le problème de l'Est là. À cette époque-là, avant 2000, je ne sais pas, 1997 ou 98, je suis parti au département d'État témoigner. La dame qui est ambassadrice maintenant aux Nations Unies, il y a vers 2011 et 2012, je suis parti avec le professeur Zongola pour lui alerter sur le problème de l'Est du pays. L'ambassadrice, il a étudié avec le professeur Zongola à Wisconsin pour la diplomatie internationale. Et elle était à ce moment-là sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Et on lui a expliqué le problème. Et maintenant, j'ai mis tout. J'ai acheté un peu du terrain ici, même à Maluku, où je voudrais construire. Et j'ai vu que ici, il y a un pouvoir traditionnel. Pour acheter un terrain, il faut aller négocier même avec les chefs coutumiers. Oui, il faut d'abord commencer par là. Par là, et puis à monter au cadastre et tout ça. Et ce que Kagame a fait, il a commencé à tuer tous les chefs coutumiers de l'Est pour qu'il n'y ait pas de traces. Et puis, de viols, tout ça pour... Et Justine Kasavubu parle d'une façon beaucoup plus éloquente que moi sur comment est-ce que... C'était toute une politique de tuer la femme congolaise et le rapport mapping avec le Dr Mukwege en explique d'une façon éloquente encore. Et c'était une politique systématique qui a été orchestrée par le régime de Rwanda pour la balkanisation du Congo, accompagné par le multinational. Les multinationales contrôlent le gouvernement de ces pays occidentaux. C'est la démocratie. Ce sont eux qui donnent de l'argent à ces gens-là pour se faire élire. Et ils contrôlent. Donc c'est ça le problème. C'est que et Kagame croit qu'il doit asseoir son pouvoir sur la richesse du Congo. Il croit sincèrement, et c'était une politique préméditée, que pour que le Rwanda se développe, il faut la richesse du Congo. De fort degré ou de force. Et ces multinationales et ces pays occidentaux sont un peu timides. Ce que nous devons faire au Congo, comment contrer ça? Former l'armée. Moi, je crois que le Congo a, et je crois que le président Tshisekedi a compris maintenant, on ne peut pas compter sur la force de l'extérieur. On doit compter sur nos propres forces. Moi, j'ai écrit avant que tous les jeunes qui terminent les écoles secondaires doivent aller faire 2 ans d'armée. Surtout les garçons. On peut aller avec la fille. Mais tous les jeunes qui terminent 2 ans en armée, et puis le pays va payer leurs études universitaires pour au moins 3 ans de graduat, tout ça. S'il y a des volontaires qui veulent faire l'armée, il y a beaucoup de jeunes ici. Moi, je vais dire aux jeunes là de 12e avenue, 12e rue. 11e rue, vous voulez dire? Oui. Des Lille de Pesse? Oui. Oui, 11e rue. 11 rue. Ce qu'ils doivent faire, c'est enrôler tous dans l'armée. Pourquoi? Félix n'aura pas de l'argent pour leur donner du travail. Qu'ils soient tous dans l'armée, dans le service d'immigration, service pour protéger les pays.
Tous les jeunes. Nous devons avoir au minimum, le Congo, c'était un grand pays. Il faut avoir au moins 2 millions de l'armée. La force de l'armée elle-même, Kagame va s'arrêter. Kagame ne va comprendre que la loi de la force. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on arrive au point de fabriquer nos propres armes? Écoute-moi, j'ai parlé avec l'ambassadeur du Congo aux Nations Unies avant de venir. On n'a pas vraiment de... Et j'ai donc la source, il est mon ami. Il n'y a pas de l'embargo militaire contre le Congo. Ce qu'il y a, c'est que le Conseil de sécurité a décidé que pour que le Congo achète des armes, il faut que ces armes, que ces pays-là notifient le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité, ils savent et ils peuvent passer ces informations. À Rwanda, c'est ça notre peur. Oui, voilà. Ils vont dire au Rwanda, ben voilà, ils se sont armés à telle munition, trouver le contrepoids et tout. Oui, oui. Et j'ai parlé de ça, j'ai discuté avec votre oncle Jean Bélé sur ça, sur la sécurité du Congo, il y a 2 ans passés. Il m'a dit, oh Marcel, on n'a pas besoin d'1 million ou 2 millions de... Puisque ici, maintenant, il est scientifique. Avec des roquettes, on peut se battre là, même, on peut détruire même Kigali en 1 seconde. Mais ces roquettes, où est-ce que vous aurez? Puisque ce sont des Occidentaux qui... Voilà. Alors, il faut les fabriquer? Pardon? Il faut les fabriquer ici? Voilà, oui, et je ne sais pas si on a les connaissances. Tu vois, ces trucs sont téléguidés par des satellites et tout ça. On n'en a pas. Mais est-ce que vous pensez qu'avec notre nucléaire, on peut l'enrichir? Non, il est en charge du nucléaire aux États-Unis, Jean Bélé. Mais non, on ne pourra pas. C'est qu'il faut... Il faut la population. Il faut que tout le monde fasse des sacrifices. Même nous qui sommes dans la diaspora. J'ai vu des Congolais en Bruxelles qui continuent à chercher les tout pour se battre dans des rues. C'est ridicule. Nous devons avoir un mécanisme de donner de l'argent au gouvernement congolais. Tous les Congolais qui sont à l'étranger, toute la diaspora, que diminuer le salaire de tous les autorités du gouvernement et avoir une armée. Sans l'armée, il n'y a pas de démocratie. Sans la justice, il n'y a pas de démocratie. Donc, pour que nous ayons la paix, il faut mettre des bases militaires dans ces fronts. C'est ridicule. C'est que j'ai attendu le monsieur là, Kamitatu, pour la défense du Congo. Il a dit, nous devons négocier avec les pays voisins pour savoir ce qu'il y a de leurs intérêts bénéfiques. Mais c'est quoi ça? Et ce sont ces gens-là qui veulent diriger le pays. Et ils veulent négocier avec tous les 9 pour savoir quels sont leurs intérêts. Ça, c'est la capitulation. Ça, ce n'est pas un homme sérieux, ça. Vous pensez qu'il faut plutôt mettre des bases militaires? Partout. D'accord. Des bases militaires, là, ils ne vont pas essayer. Parce que si nous avons des bases militaires de 500 000 personnes, de Goma vers la frontière, là, mais ils ne vont pas oser. Pourquoi? Nous pouvons marcher jusqu'à Kigali. Mais est-ce que vous aurez le moyen de nourrir, d'entretenir, de caserner, de former les 500 000 personnes que vous allez mettre sur nos frontières? Si, c'est simple. Tu vois, moi, je suis un peu la politique au Congo. On m'a dit qu'avant Félix Tshisekedi, la recette du Congo, le budget, c'était de 5 milliards. Ah, moins que ça d'ailleurs. Hein. Voilà, moins que ça. Alors maintenant, je crois, le premier cas, on a eu 5 milliards. Oui. On envisage 10 milliards maintenant. Voilà, on envisage 10. Mettez 1 milliard ou 2 milliards dans l'armée. Le mois passé, le mois d'avril, on a atteint 1 milliard de dollars. Voilà. Juste pour une synergie. Et non pas ça, ça c'est le début. On n'a pas encore exploité les minéraux, les coltans que Kagame volait, de l'or, les exploiter chez nous, raffiner chez nous. Mais les Chinois avaient tout acheté avec Kabila. Oui, mais écoute, moi je connais comment contourner ça. Comment? Les Chinois ont acheté avec Kabila. Est-ce que le Parlement a voté, a ratifié ça? Ça ne sais rien, mais c'était des mines, des coopérations normales. Non. Écoute-moi. Pour faire je ne sais pas comment la Constitution Congo pouvait, mais écoute, des trucs comme ça, des ventes comme ça qui sont illégales, qui n'ont pas été approuvées par le Parlement congolais, ils doivent annuler tout.
Ben, si c'était le Parlement était à sa guise, dans ces cadres-là, si c'était fait par les parlements, puisqu'il y a, par exemple, le contrat sur les lithium, le contrat sur les lithium, on a du mal à nous en sortir aujourd'hui, puisqu'il avait déjà été concédé avant. Il y a des carrés miniers que à l'époque de Kabila, je dis ça avant, il y a eu des carrés à qui on a donné des gens, par exemple, 50 ans, docteur, 70 ans. Il faut annuler. Ouais. Alors, mais si vous annulez, et puis bizarrement, docteur, ils signent des contrats. Oui. Ils disent dans le contrat que si nous avons un problème, ce sera le tribunal de Paris, ou le tribunal de New York, ou le tribunal étranger. Et allons-y. Alors, c'est là qu'ils vont aller. Ils savent que s'ils vont là-bas, c'est des millions de dollars qu'on va condamner les RDC. Non, écoute, le Congo ne peut pas avancer. Kabila et Katumbi, ils ont tué Kabila, Katumbi et ce groupe-là, Yuma, ils ont tué Jekamine. Qui leur avait donné le droit? Mais comment Katumbi? Katumbi était gouverneur. Oui, mais il était gouverneur. Écoute, j'étais à Lubumbashi. Il transportait, il y a des camions qui partaient vers la route Kasumbalesa quand il était gouverneur, à son profit et au profit de Kabila. Je connais des gens qui travaillent au Jekamine, là, des ingénieurs congolais. J'ai parlé avec eux. Donc, moi, je crois, on m'a appris récemment que Joseph Kabila est parti demander ses dettes que Katumbi lui doit, de l'argent. D'où est cet argent que Katumbi a prêté de Joseph Kabila? Ben, ça, j'en sais rien. C'est Jekamine. C'est les accords qu'ils ont fait à Jekamine. C'est les accords il était gestionnaire de Jekamine. Il devait vendre et donner une partie à Kabila. Et cherchez, vous êtes journaliste, vous allez trouver ça. Alors pour vous, donc moi je crois que pour que le Congo, il faut annuler ces accords. Et tu vois, le problème aussi au Congo, il faut que le Parlement accompagne le président. Il ne peut pas faire seul. Mais c'est un Parlement qui est plutôt Kabili. Et donc, aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Ouais, l'union sacrée. Ouais. Mais donc, on attend les élections. Il faut chasser ces parlements. La Kabylie, il faut les chasser tous pour que nous sachions vraiment qu'il y a une révolution pacifique au Congo. Et annuler, réexaminer. Nous pouvons aller. Écoute-moi, j'ai vu un accord que peut-être avec Glenmore ou une compagnie chinoise qui ont donné au Congo 2 milliards et il faut plus de 30 milliards. Bien sûr, même vous dites 2 milliards, il y a des millions. Oui, on vous donne 2 millions, 600 millions. Oui, mais oui. Quand eux, ils vont vendre, ils les vendent à 2 milliards, 6 milliards, voilà, 10. 6 milliards, là, le monsieur là, le juge là. Non, moi je crois qu'il faut annuler tout. Mais il ne faut pas croire que le président fait. Tu vois, le pouvoir, si nous devons nous battre, nous nous battons. Il faut annuler tous ces accords. Alors, on va terminer cette émission, docteur. Et ça sera la dernière tranche des photos. Ouais. Alors, on va aller. Première photo. C'est un homme honorable. Je l'ai rencontré une fois. C'est la conscience du peuple congolais. C'est l'exemple même de la conscience du peuple congolais. Docteur Mukwege. Oui. Photo suivante. C'était un homme très malin. Et j'avais peur la première fois, avant les élections, quand il a reçu Félix Tshisekedi avec le cadeau là de anniversaire de Félix. C'était un homme très rusé. Le président de l'Ouganda. Oui, qu'il faut se méfier. Il n'est pas sincère. Non, pas du tout. Suivante. Je ne le connais pas, qui était. C'est Mokolo Apombo. Ah, c'est de l'époque de Mobutu. Oui, l'époque de Mobutu. Écoute, on m'a dit que ces gens-là, les Mokolo Apombo, je ne sais pas s'ils étaient dans ce groupe-là, qui ont quitté, mais ils connaissaient beaucoup de choses. Ce sont eux qui ont encadré Joseph Kabila à rester au pouvoir. Je ne sais pas s'il était parmi le groupe ou pas. Photo suivante. C'est le pire que l'Afrique a pu avoir jusqu'à présent, de tous les Afro-Africains. Moi, je suis plus ou moins de ce mouvement-là du panafricanisme, je ne le nie pas. C'est le pire. C'est le pire et c'est ça aussi, c'est un problème même avec l'Union africaine. De laisser un monsieur pareil
non pas seulement créer tous les problèmes là qu'on a là entre les Hutus et les Tutsis, la guerre là, et non pas seulement ça. Il utilise une diplomatie mensongère pour cacher ses crimes. Et le monde le laisse puisqu'il a des connexions en Occident, tout ça, mais le peuple africain ne devrait pas le laisser. Et tu vois, là où il y a encore quelque chose de très important. Quand l'apartheid était en Afrique du Sud, Mobutu s'est mis debout. Même Lumumba, avant sa mort, a parlé de l'apartheid. Nous, aux États-Unis, il y avait un mouvement qu'on appelle le mouvement là de désinvestissement de Reverend Sullivan, où nous disions qu'il ne faut pas investir en Afrique du Sud tant que les Blancs sont toujours là. Oui, pardon, sont toujours, et continuent l'apartheid. Maintenant, l'Afrique du Sud voudrait avoir un siège au Conseil de sécurité, mais il n'a pas l'autorité morale pour empêcher ça. Ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda, et entre Kagame, ce qui s'est passé avec eux. Et j'ai vu ces présidents, le président sud-africain là, qui est maintenant en prison. Le président Zuma. Zuma. Mais c'est un homme des plus corrompus qui a contribué à la malheur du Congo. Alors, pour moi, je crois que l'avenir de l'Afrique, c'est le Congo. Nous devons mettre tout en ordre au Congo ici et avoir la lumière pour avancer en Afrique. Et pas l'Afrique du Sud, après avoir laissé ce qui s'est passé, ils savent tout ce qui s'est passé au Rwanda, ils savent tout ce que Kagame fait à l'est du pays, ils se taisent. Et maintenant, nous devons faire recours en Europe et en Amérique pour nous sauver de ce monsieur. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Les Blancs se sont mis ensemble. Derrière la Russie, derrière l'Ukraine. Voilà. Et qu'est-ce que sont ces leaders africains forts avec l'Union africaine? Mais ils se taisent. Ils se taisent, ils ne disent rien. Comment devrions-nous travailler, continuer avec vous pensez? Non, écoute-moi, j'ai une amie personnelle qui est médecin, qui était ambassadeur de l'Union africaine à Washington. Et il a Dr Arikana. Il était d'origine zimbabwe-ghanéenne. Il a demandé pourquoi les francs CFA continuent à exister. Il a piété les yeux, on l'a limogé. Ambassadeur de l'Union africaine à Washington. C'est l'Union africaine qui les limoge? Oui, mais c'est la France qui était derrière. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il faut sortir de la francophonie? On va terminer par là. Il faut rester, tu vois, oui. Moi je crois que la diplomatie est importante. Mais la France ne veut pas de nous sur le plan de l'avenir. Nous sommes une menace pour la France. Mais pourquoi nous n'allons pas alors dans le Commonwealth? Comment on appelle Commonwealth. Ça? Commonwealth. Puisque nous sommes des francophones. Mais pourquoi on ne quitte pas la francophonie pour entrer dans l'autre là? Je ne vois pas. On peut faire partie, mais je ne crois pas. Et si vous allez apprendre, nous sommes de la culture francophone. Ce que Kagame fait là, c'est la force. Tu vois, il faut. Mais il y a le Gabon et le Togo qui ont fait la même chose maintenant. Oui, mais ils ont traversé, le Gabon, ils font la transition. Écoute-moi, le Gabon est dans le Commonwealth. Mais le Gabon, c'est une colonie française. Oui, bien sûr. Et le Togo aussi. Et le Togo. Donc, mais est-ce que ce n'est pas économique. Est-ce que ce n'est pas le moment maintenant de nous dire changeons un peu? Anglicisons petit à petit les pays. C'est question économique, mais écoute, le franc CFA est au Gabon comme au Togo. Et non, ils payent les dettes coloniales jusqu'à présent. Ils ne se mettent pas debout. L'autre fois, vous m'aviez posé des questions. Pourquoi ces pays francophones? Mais ce sont des colonies françaises. Ces pays francophones. Ce sont des colonies françaises. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Et vous ne pouvez pas avoir votre autorité d'un pays quand il y a une armée française qui est là, qui menace ce qui s'est passé à Guinée Équatoriale. Je ne suis pas pour Alpha Condé d'avoir vouloir briguer, mais Hamadi, là, il s'est dit beaucoup plus français que guinéen. Alors, c'est le problème de l'Afrique.
Merci beaucoup, docteur. On a passé plus d'1 heure pour discuter de ces questions. Oui. C'était un grand honneur pour moi de vous recevoir. Merci. Je crois que vous allez revenir encore, on en parlera. Merci, oui. Ou quand je serai aux États-Unis, certainement, je vous retrouverai. Ça va, je vous surveille là où vous êtes pour voir ce qui pouvez venir me voir dans mon cabinet à Nage. Si, on fera des émissions là-bas, c'est sûr. Merci d'être passé, docteur. Ok. Oui. Alors, est-ce que vous avez un mot de la fin? Oui. La démocratie, ce n'est pas facile. Ça n'ira pas rapidement. Ça doit prendre du temps. Ça doit prendre que tous les Congolais s'y mettent. Il faut, pour le moment, privilégier la sécurité, mais nous devons avoir la justice. Dans la Constitution américaine, là, au début, quand ça a commencé, nous sommes au début, qu'il faut faire attention à vouloir changer les régimes d'un pays, à moins que vous voyez qu'il y a des crimes. Je ne suis pas tout à fait à 100% d'accord avec ce que le président Félix est en train de faire. Mais il a beaucoup de courage, il a fait beaucoup pour le pays, et que la politique, c'est très compliqué. Il faut que ces critiques aussi lui donnent aussi de l'espace, et pour que le pays avance, ce ne sera pas facile, mais doucement, j'espère qu'on ira. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était avec un honneur de recevoir le docteur. Je rappelle que le docteur Marcel Elouou, il est diplomate américain de la médecine interne. Il est aussi spécialiste de problèmes cardiovasculaires dans la sous-spécialité de la cardiologie vasculaire et nucléaire. On dit de lui qu'il arrête la mort et il sait bien le faire. Docteur, merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci. Alors, on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Merci. Debout, Congolais, unis par